Allez, on enchaîne. Donc, après ces éclairages à la fois juridiques et comptables, nous vous proposons d'aborder la question de ce qui compte, à travers l'angle de la formation. Non pas de répondre, vous vous doutez, à toutes les questions, mais l'objectif, c'est de poser les questionnements qui vont aussi vous permettre de nourrir les réflexions sur vos feuilles de route, sur les différents leviers, actions et le cap. Et pour ça, on a choisi d'apporter un éclairage à travers plusieurs retours d'expérience. Et nous avons la chance d'avoir avec nous pour démarrer, à distance, Aurélien Acquier, qui est professeur en sciences de gestion à l'ESCP Business School, qui est déjà connecté. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Un des principaux acteurs dans l'intégration des enjeux de soutenabilité dans l'offre de formation de l'école, en tant que notamment doyen en charge de la transition écologique. Nous allons avoir une première séquence avec Aurélien, et on est sur un format du coup un petit peu hybride de table ronde. Et après l'intervention d'Aurélien, on aura le plaisir d'accueillir aussi autour de la table Ronan Le Cornec, Sandrine Rospabé et deux étudiants qui viendront aussi témoigner de comment ce retour d'expérience partagé par Aurélien résonne, et puis des expériences réalisées au sein de l'université. Aurélien, c'est à toi. Je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. Alors, j'ai préparé quelques supports. Alors, je ne sais pas si vous allez me dire si ça affiche. J'ai l'impression que c'est bon. Depuis le. Ouais, parfait. Ok. Bon, ben alors, c'est parfait. Et d'abord, je voulais à la fois vous remercier pour l'invitation ce matin et ce partage d'expérience à la fois mon parcours en tant qu'enseignant et chercheur sur ces sujets-là en management, et puis aussi ce qui a pu être initié dans notre institution, parce que je pense que malgré le fait qu'on n'ait pas forcément le même statut, il y a des points de comparaison très forts parce qu'on est dans un contexte académique. Donc je pense qu'il y aura beaucoup à échanger avec l'ensemble de la salle là-dessus. Il y a aussi évidemment des différences. Voilà, mais du coup, je voulais aussi donc vous remercier pour l'invitation, et puis vous dire aussi que je suis admiratif de la démarche que vous avez mis en place par son ambition et le fait de se donner du temps pour aller au fond des sujets. Et donc voilà, c'est à la fois en guise d'introduction des mots de remerciement pour les organisateurs de ce cycle, qui, je pense, est très important parce que, d'après moi, les enjeux limites planétaires et anthropocènes chamboulent quand même de manière assez violente, en fait, nos institutions académiques et l'ensemble des disciplines. Alors moi, je vais avoir un discours très situé, donc je vais commencer déjà par situer mon discours. Je suis enseignant-chercheur en gestion. J'ai fait ma thèse en 2007 à l'École des Mines de Paris, sur la question de la managérialisation du développement durable, c'est-à-dire comment est-ce que la question de développement durable est passée d'un objet qui était avant tout l'ordre des politiques publiques, des institutions internationales, à un objet d'entreprise. Et donc j'ai étudié un peu au cours de la première décennie des années 2000 tout ce processus d'appropriation de cette notion par les entreprises, la manière dont elles ont construit des directions du développement durable, dont on a commencé à construire des normes, des standards. Évidemment, les sujets à ce moment-là étaient très marqués par les enjeux de responsabilité sociale de l'entreprise et une version très managériale du développement durable. Et en fait, dans mon parcours de recherche, je suis tombé progressivement dans les enjeux limites planétaires, à la fois par les enjeux énergie, climat, et je dois dire que ça a été un bouleversement assez profond, avec la conviction qu'on est devant des transformations disciplinaires très fortes, paradigmatiques, assez fortes pour les sciences de gestion. Et du coup, je vais commencer peut-être par donner quelques éléments en fait qui permettent de me situer autour de ces sujets-là, et puis ensuite je
présenterai un peu mon expérience de professeur et mon rôle dans l'institution au sein de l'ESCP autour de ces sujets. Alors, je voudrais juste donner un tout petit élément de correction là sur ma présentation. Donc, en fait, moi, j'ai été en charge de la transition écologique au sein de l'ESCP Business School entre 2018 et 2022. Donc, pendant 4 ans, en fait, j'étais un petit peu à la manœuvre pour essayer de transformer l'école autour de ces sujets. Mais aujourd'hui, c'est la fonction de doyen à la transition écologique existe toujours, hein, et elle est toujours portée par un professeur au sein de l'institution. C'est plus moi qui porte ce sujet-là, c'est mon collègue Georgie Clef qui fait partie du département Sustainability dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Alors, d'abord, pour situer un petit peu où j'en suis et puis comment est-ce que j'aborde ces sujets-là, et je pense que ça va résonner avec certains débats que vous avez eus. Je pense que quand en tant qu'académique, on s'intéresse à ces sujets-là, on ne peut pas manquer de constater à la fois qu'on est dans un champ qui est passionnant d'un point de vue cognitif, mais qui est aussi un peu vertigineux vis-à-vis de ce à quoi il nous expose. Et je pense que mon expérience d'académique et puis d'individu autour de ces sujets, c'est quand même le fait qu'on est confronté aujourd'hui à des enjeux qui sont gigantesques en fait, dans lequel les processus vont beaucoup plus vite qu'une majeure partie des communautés des climatologues anticipaient. Et là, j'ai pris une image, je pense que tout le monde a en tête la catastrophe de Valence. Et puis, en fait, il me semble qu'aujourd'hui, on est confronté vraiment à une situation à la fois d'inertie sociale, voire pire, en fait, de refus d'obstacles. En fait, et donc là, je pense qu'il est quand même important de resituer ça dans un cadre global. On est dans des sociétés qui, aujourd'hui, n'ont pas pris la mesure en fait du bouleversement dans lequel on est plongé avec l'anthropocène et les limites planétaires. Et là-dessus, mon objectif est évidemment pas du tout de pointer du doigt des coupables, hein, mais on voit par exemple comment la crise des agriculteurs aujourd'hui est venue questionner la question des politiques agricoles pour pousser les sujets d'écologie, et comment aussi aujourd'hui, alors même qu'on est confronté de plus en plus rapidement à la matérialisation de risques majeurs en matière d'adaptation, en fait, avec notamment la modification du cycle de l'eau, les problématiques à la fois de raréfaction et de surabondance de l'eau. Comment est-ce que la France elle-même, au niveau politique aussi, est un petit peu à la traîne autour de ces sujets-là, et comment est-ce qu'en fait on pense l'adaptation sans vraiment la connecter avec le reste des politiques économiques et sans avoir les moyens de la hauteur du sujet, quoi. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence la réélection de Trump et sa conséquence directe qui a été chiffrée sur la trajectoire carbone des États-Unis. Et là, sur le schéma à gauche, en fait, vous voyez à la fois la trajectoire climatique de Trump, dans lequel quand même on voit quand même une anticipation de réduction de l'impact carbone des États-Unis, des émissions. Et on voit aussi que effectivement le scénario Biden avant sa sortie, en fait, était pas du tout la même en termes de trajectoire bas carbone, mais on voit aussi que quelle que soit l'issue en fait de l'élection, on n'était absolument pas dans les clous d'un objectif de neutralité carbone qui permettrait de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degré. Bon, enfin, on pourra peut-être en discuter plus tard, mais pour moi, ce refus d'obstacles dans lequel on est confronté aujourd'hui, il vient du fait qu'on est confronté à un changement de paradigme et qu'on n'a pas su aussi accompagner ce changement de paradigme à la fois dans nos objets en gestion, mais aussi plus largement sans doute en économie et dans tout le champ des politiques publiques. Et c'est un point qui me travaille beaucoup en tant qu'académique. Et alors, je crois que dans la salle se trouve aussi ma collègue Julie Mayer, qui est professeure en fait elle aussi à l'université de Rennes, et on a coédité avec Bertrand Valiorgue un numéro spécial qui est sorti récemment dans la Revue française de gestion, dans laquelle en fait on s'interroge sur l'impact des limites planétaires et de l'anthropocène sur l'identité et les nouvelles frontières des sciences de gestion. Et en gros, on a deux idées dans cet article.
qui est d'abord le fait que l'Anthropocène est indissociable de la société des organisations dans laquelle on est rentré en fait avec la révolution industrielle, et plutôt que de parler de capitalocène comme ça a été proposé, nous on propose plutôt de parler d'organocène, ce qui nous permet d'arrimer les sujets des limites planétaires de manière beaucoup plus directe avec les enjeux de pilotage, de mesure, de dynamique d'action collective. Et le deuxième point, c'est de dire, en fait, on est dans une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire que l'Anthropocène est irrémédiablement lié à la société des organisations, donc à des sociétés qui sont archi-gérées à tous les niveaux. Et en même temps, le paradoxe dans lequel on est, c'est que la montée en puissance de la gestion dans nos sociétés est indissociable de l'Anthropocène, et en même temps, la gestion est très mal équipée conceptuellement pour penser ces sujets-là. Et donc, on identifie 4 points de bascule disciplinaires autour du management. Alors, évidemment, on pourrait prendre beaucoup de temps pour exposer. Là, je ne vais pas le faire ici, mais ça vous permet juste de situer cette idée de bascule disciplinaire qui, je pense, est extrêmement importante pour situer le propos et se poser la question de comment on intègre ces sujets dans une institution de formation à la gestion. Donc, le premier enjeu, c'est la question de la transformation du regard sur les ressources naturelles et en fait la problématique de la raréfaction, pas seulement de la rareté, mais aussi la raréfaction et la finitude des ressources naturelles, qui est un changement de paradigme très fort dans la manière notamment dont on conceptualise en stratégie et donc plus largement dans l'économie la question des ressources et de leurs valeurs. Le deuxième point, en fait, qui est absolument clé, selon nous, c'est le changement de relation au risque et le fait que l'Anthropocène et les limites planétaires, la question du changement climatique, l'érosion de la biodiversité, nous confrontent à des environnements qui deviennent structurellement instables, dans des environnements qui deviennent aussi non linéaires, dans lesquels les risques sont non linéaires et irréversibles, et dans lesquels les risques sont systémiques. Et alors, si on prend la mesure de ces transformations, il nous semble que l'appareillage de la gestion des risques, qu'il soit public ou privé, se trouve largement chamboulé par ce nouveau contexte. On est devant des risques irréversibles, cumulatifs, non linéaires, et arriver à gérer ces risques-là, c'est un défi absolument colossal pour la gestion des risques. Troisième enjeu, c'est une transformation plus culturelle, et je pense que ce matin, à travers la discussion que vous avez eue sur la comptabilité notamment, vous en avez sans doute beaucoup parlé, c'est la remise en question du dualisme entre nature et culture, et la séparation en fait qu'on fait depuis la modernité, les Lumières en fait, entre ce qui relève de l'humain, ce qui relève de la société et ce qui relèverait de la nature. Et précisément, l'Anthropocène, c'est une manière de repenser et rediscuter cette frontière-là qui est un petit peu artificielle, puisque l'Anthropocène, c'est l'impact de l'homme sur le système Terre, et précisément, il devient très difficile, en fait, de tisser, d'identifier une frontière entre ce qui relèverait de la nature et de la culture. Et enfin, le quatrième élément, et qui est pas le moindre, en fait, c'est que la question de l'Anthropocène met en jeu la question de l'engagement des académiques et leur responsabilité. Et évidemment, en gestion, une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on théorise la question de la soutenabilité ou des limites planétaires, et comment est-ce qu'on pense notre rôle d'académique par rapport à ces enjeux-là. Et finalement, est-ce que notre enjeu d'académique en sciences de gestion, il est de structurer l'avantage concurrentiel pour une entreprise sous contrainte de durabilité, on va dire. Ou alors, est-ce que c'est de penser une action collective qui est compatible avec les limites planétaires? Là, on a 2 modèles normatifs qui sont complètement différents et qui sont évidemment la source de très grandes tensions et de grandes discussions, en fait, lorsqu'on aborde le sujet des limites planétaires. Alors, quelques implications pour nous, enseignants-chercheurs, autour de ces sujets. Alors, la première implication, c'est qu'en fait, d'abord, on est devant des sujets où il y a une inadéquation conceptuelle. C'est-à-dire les concepts qu'on utilise souvent pour penser ces sujets-là s'avèrent un petit peu inadaptés. Exemple, le changement climatique n'est pas une crise au sens où on perçoit les crises habituellement, c'est-à-dire une déstabilisation temporaire d'un système avant que le système revienne à l'équilibre.
Si on prend la question du changement climatique, on sait que il y aura pas de retour en arrière. Comme le dit Christophe Cassou, le changement climatique. Donc Christophe Cassou, qui est un climatologue que vous avez peut-être vu ou dont vous avez entendu parler, le changement climatique, lui, il dit c'est un voyage sans retour vers un territoire inconnu. Et donc, une autre manière de le dire, c'est une transformation irréversible du système Terre et une entrée dans des systèmes qui sont structurellement instables. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière, ce qui met vraiment... là, on voit bien, par exemple, la difficulté à qualifier ce type de transformation. Deuxième point aussi, qui, moi, m'interpelle beaucoup en tant que formateur lorsque j'interagis avec des étudiants, des entreprises autour de ces sujets-là, c'est que souvent, autour de ces sujets-là, lorsqu'on discute avec nos interlocuteurs, on nous demande des solutions. Et typiquement, d'après moi, la recherche de solutions est tout à fait liée à cet imaginaire de la crise, c'est-à-dire cette idée qu'en fait, on va trouver un certain nombre de solutions techniques à une crise qui est en fait un changement de monde. Et donc là, typiquement, je pense qu'il y a beaucoup à faire autour de réfléchir à est-ce qu'on est devant une transformation qui va trouver des solutions au sens des solutions qu'on est habituellement amené à promouvoir auprès de nos publics, quoi. Dernière bascule, qui d'après moi est fondamentale pour à la fois un professeur, enseignant, chercheur autour de ces sujets-là. En tant que chercheur et enseignant, lorsqu'on travaille sur l'anthropocène et les limites planétaires, on est devant des enjeux qui sont à la fois cognitifs et émotionnels. Et en fait, ça c'est très très vrai lorsqu'on travaille par exemple avec des publics exécutifs. Moi j'ai parfois des retours en direct de personnes qui me disent mais là en fait je n'avais pas compris l'ampleur du sujet et en fait je dois avouer que c'est des choses qui suscitent de la peur. Et en fait je pense qu'en tant que formateur et chercheur, cette question de l'imbrication totale entre de la connaissance, qui est de la connaissance objective, et ces dimensions, ces ressorts émotionnels, ça fait absolument partie de notre action, et il faut absolument qu'on s'équipe pour gérer cette dimension-là. Moi, à titre j'accepte en fait qu'en tant que prof, j'amène des connaissances et je sais qu'elles vont avoir en fait des répercussions émotionnelles. Ça ne veut pas forcément dire que j'essaye de les générer, mais en tout cas, je dois absolument les gérer. Et une des manières de travailler aussi là-dessus, c'est de dire aux personnes avec lesquelles on interagit, c'est normal en fait d'avoir ces réactions émotionnelles et tout le monde passe par ces réactions émotionnelles. Et quelque part, si on n'a pas peur, on n'a pas compris autour de ces sujets. Bon, ces éléments de positionnement étant posés, je vais essayer de donner quelques éléments de retour d'expérience en 7 minutes. Alors, comment s'y prendre? Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés dans le champ de la gestion autour de qu'est-ce qu'on peut faire autour des limites planétaires. Et en fait, là, vous voyez dans cette slide, on voit différentes perspectives. Alors, les travaux du Shift Project, notamment, auxquels on avait participé aux côtés d'autres institutions. Le manuel de la grande transition qui a été initié par le campus de la transition, qui est aussi un ouvrage, je pense, vraiment très intéressant autour de ce sujet-là. Et puis, il y a un objet aussi autour de PRME, là, les Principles for Responsible Management Education, qui s'appuie sur le cadre des objectifs de développement durable. Alors moi, je suis beaucoup plus méfiant par rapport à ce modèle-là. Je crois que dans les discussions qui vous animent aujourd'hui, il y a la question de comment on mesure ce qui compte. Alors très souvent, les écoles s'appuient sur ces modèles-là pour faire un exercice de tick box et de se dire oui, alors à quels objectifs de développement durable je peux rattacher mon cours. Et puis une fois que j'ai fait ça, c'est bon, hop, la case est cochée. Et puis j'ai intégré le sujet de soutenabilité dans mes cours. Alors ça, je pense qu'il n'y a pas pire manière que de se plonger là-dedans, c'est-à-dire qu'on bascule dans un exercice d'audit qui passe complètement à côté de l'enjeu disciplinaire dont on parlait, parce que évidemment, quelle que soit votre discipline, vous allez pouvoir la rattacher à des objectifs de croissance économique, d'innovation technologique, etc., qui font partie des ODD, quoi. Donc là, un point qui pour moi est très important autour de ce sujet-là, c'est si on veut faire basculer une institution, il faut faire très très attention au fait qu'à coller le terme de durable ou de responsable ou d'éthique à des pratiques existantes et de dire on va faire du marketing durable, de la finance durable, etc., ça va clairement pas permettre de s'adresser au fond du sujet, quoi.
Alors, ce qu'on a essayé de faire, alors là, je suis désolé d'utiliser des supports en anglais, mais en fait, c'est un peu autour de ça qu'on a aussi communiqué en interne. On a essayé de construire une démarche à partir de 2018 avec l'idée de dire que d'abord, on est une école généraliste en management et que, évidemment, on a des programmes dédiés. On a, comme d'autres écoles, créé des programmes de master en sustainability sur 2 ans dans lesquels on va au fond des choses et on forme un peu des spécialistes des bilans carbone, des stratégies bas carbone, des questions biodives. Mais en fait, notre enjeu, c'est que tous les étudiants de l'école, qu'ils soient dans des programmes dédiés ou dans des programmes généralistes, soient formés aux enjeux de soutenabilité. Donc, cette idée de former des managers avec un cadre, en fait, limite planétaire. Et donc ça passe par 2 choses. À la fois le fait de travailler sur la littératie de l'ensemble de nos étudiants à travers notamment des modules obligatoires qu'on a intégrés dans chacun de nos programmes. Et ensuite, d'incuber des nouveaux domaines d'expertise dans la business school autour des enjeux d'atténuation et d'adaptation. Et donc, par exemple, on a créé beaucoup de cours sur les enjeux énergie, géopolitique et climat, sur la question de la mesure des impacts carbone, la comptabilité triple capital, et puis les enjeux qui sont devant nous aussi en termes d'adaptation. Mais qui sont pour le coup là des espaces de renouvellement disciplinaire très forts pour les sciences de gestion. Alors comment on a fait ça? Nous, on a une spécificité au sein de SCP Business School qui est qu'on a une structure multi-campus. Et on a aussi une structure organisationnelle en département, c'est-à-dire qu'on a donc, comme la plupart des business schools, un département finance, marketing, stratégie, avec à l'intérieur de ces départements des personnes qui avaient une coloration, on va dire, soutenabilité, développement durable. Et en plus de ça, on a 5 campus parce qu'on a une structure européenne. Et donc moi, un de mes chevaux de bataille par rapport à ce sujet, ça a été de dire il nous faut absolument avoir une unité organisationnelle dans laquelle on peut penser la dimension de renouvellement disciplinaire, la dimension multidisciplinaire aussi de ces sujets-là. Donc on a créé ce département en 2021 et je pense que c'était un choix absolument indispensable pour aussi avoir une certaine cohérence autour du sujet et être au bon niveau de radicalité par rapport à ces transformations. Deuxième aspect, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a aussi travaillé au fait de se dire, en fait, il faut absolument créer des espaces pédagogiques dédiés dans l'ensemble des diplômes, en fait, pour donner cette littératie de base à l'ensemble de nos étudiants. Bon. Et donc, du coup, depuis 2022, sur l'ensemble des programmes full-time, c'est-à-dire des programmes longs de nos étudiants, en fait, on a créé des modules sur limites planétaires et soutenabilité, quoi. Et là-dessus, on pourra avoir des débats sur qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, parce que c'est évidemment une grosse partie du sujet, de savoir comment on construit le contenu. Un des sujets très récurrents autour de ces sujets-là, c'est de dire ah ouais, mais alors vous, du coup, vous avez créé un département sustainability avec des profs dédiés, vous avez créé des cours dédiés. Alors c'est sympa, mais du coup, vous créez une nouvelle chapelle et un nouvel îlot dans l'organisation. Alors je dirais oui, mais non. Et effectivement, derrière, on a toujours le sujet de pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par verdir les cours existants en stratégie, marketing, comptabilité, finance, etc. Et en fait, pour moi, il faut évidemment faire les deux. Mais c'est absolument indispensable de créer des enseignements dédiés sur les limites planétaires. Parce que là, c'est un peu la métaphore de l'éléphant et des aveugles. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui, comment on attrape l'éléphant en sciences de gestion. Et si on l'attrape uniquement à travers la finance verte, le marketing durable, etc., on va voir qu'un tout petit bout de l'enjeu lui-même. Et précisément aujourd'hui, la question de la rareté des ressources, la question des nouveaux types de risques, etc., ça appelle à des renouvellements qui sont beaucoup plus profonds que celui qu'on va pouvoir opérer en faisant justement de la stratégie et durabilité, etc., etc. Donc pour moi, on a besoin d'éléments qui vont être issus des sciences sociales, des sciences politiques, de la biologie, de la physique autour de ces sujets-là. Et si on regarde à nouveau du point de vue de la gestion,
les approches conceptuelles qui sont existantes, notamment dans le champ de la RSE, elles n'envisagent qu'une petite dimension de l'objet. L'autre point aussi, c'est que le fait de créer des espaces dédiés, eh ben, ça permet de pointer, là je continue la métaphore de l'éléphant, de pointer les elephants in the room. Donc, en gros, il est absolument indispensable, je pense, de créer des espaces critiques pour soulever les antagonismes entre le business as usual et les enjeux de limites planétaires. Et donc, typiquement, la problématique de l'épuisement des ressources, nous, ce qu'on fait dans le cadre de nos cours en sustainability, c'est qu'on parle avec on leur fait travailler sur Excel, sur la dynamique d'épuisement des ressources, pour introduire les modes de réflexion des limites de la croissance. Et donc, sur cette base-là, on a des débats avec eux sur les enjeux de la décroissance. Ben, je pense que cette entrée-là, elle serait difficile à faire si on n'avait pas une sorte d'unité, un espace organisationnel qui permette d'avoir une cohérence autour de ces sujets-là. Donc, pour moi, il y a un besoin aujourd'hui de questionner, d'avoir des espaces de raisonnement critique, de pointer les tensions et les paradoxes, et de bien qualifier les problèmes avant d'aborder les solutions. Parce que le risque qu'on a aussi, c'est de pointer des solutions qui vont, sans avoir réellement compris les problèmes et du coup, qui ne vont pas du tout à la portée des problèmes qu'on essaye d'aborder. Alors, je termine. Du coup, je vais laisser juste ces éléments-là. Mais ce qu'on s'était dit, c'est que compte tenu de pour rester un peu dans un timing acceptable, je ne vais pas avoir le temps de développer l'ensemble de ces points-là, mais je vais en développer deux. Je pense que d'abord, sur la question de l'opportunité d'innovation transdisciplinaire, ça c'est un point absolument majeur, c'est ce qui rend le travail sur ces sujets-là passionnant, je pense. Alors, moi, en tant qu'individu, en tout cas, c'est un point qui m'apporte beaucoup dans mon activité quotidienne. Et je pense là-dessus que vous êtes sans doute au sein de l'université mieux armés que ce que nous pouvons l'être dans le champ du management et des business schools. Et donc là-dessus, d'après moi, il y a une opportunité majeure de créer des objets transverses qui vont permettre de décloisonner. Mais attention, je pense qu'il ne faut pas le faire uniquement en créant une couche de matriciel de plus, parce qu'on connaît cette musique. Et c'est très important de créer des espaces multidisciplinaires qui vont avoir des ressources dédiées, du temps dédié, et qui vont avoir le temps d'investir en fait des espaces de connaissances qu'on n'a pas naturellement dans chacun de nos domaines. Deux autres points, je dirais attention aux pseudo-changements tirés par des considérations externes de type ranking et bureaucratique, et cet exercice de tick box là dont j'ai parlé qui peut rapidement se diffuser quand on veut prouver qu'on fait quelque chose sur ces enjeux de limites planétaires. Et donc ça me semble être un point vraiment très important. Et aussi attention au faux consensus, c'est-à-dire qu'on est dans des univers dans lesquels tout le monde est pour la sustainability, le développement durable, la responsabilité sociale de l'entreprise, tant qu'on ne définit pas clairement les choses. Et donc, je pense qu'il est très, très important aussi de faire attention à ce point-là et de comprendre aussi quels sont les points de friction, de rentrer aussi de manière adulte dans ces points de friction et dans des sociétés qui sont de plus en plus polarisées autour de ces sujets-là. Je pense que c'est très très important de créer des espaces dans lesquels on peut avoir des débats académiques sereins autour de ces sujets. Voilà, je m'arrête là et j'espère que ce partage d'expérience sera utile à la réflexion collective et à nouveau, bravo vraiment pour tout ce que vous avez initié. Merci beaucoup, merci Aurélien. On va garder les questions de la salle pour le moment et je vais inviter Ronan, Sandrine, Lana et Rémi à nous rejoindre.